Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal des Biotech. Dans notre point d'actu, on parlera encore une fois vaccin contre le Covid-19 avec Martial Descoutures, analyste santé biotech chez Oddo BHF. Et l'entretien sera consacré à Pierre Moustial, président fondateur de Loxera Capital Partners, le Journal des Biotech. C'est parti. Et j'ai le plaisir de retrouver pour notre point d'actualité Martial Descoutures, analyste spécialiste santé biotech chez Oddo BHF. Bonjour Martial. Bonjour. Alors Martial, vous n'allez pas y couper, ça devient un petit peu un rituel entre nous. On va parler encore, cette fois-ci, de l'actualité des vaccins. On avait le Pfizer-BioNTech, on avait l'AstraZeneca, on avait le Moderna, et puis maintenant arrive sur le marché le Johnson & Johnson et le Novavax. Alors le Johnson & Johnson, on va parler un petit peu de technologie avant de parler des vaccins en eux-mêmes, parce que on aime bien dans le journal des biotech comprendre les différences. Il se base lui sur un fragment d'ARN du Covid qui est inséré dans un adénovirus inactivé. Ça c'est pour le Johnson & Johnson. Le Novavax lui il se base sur une protéine recombinante qui crée la protéine S du virus, là aussi pour stimuler la production d'anticorps. Comment vous les jugez, ces technologies, par rapport à celles de l'ARN messager? C'est aussi quelque chose d'assez innovant par rapport à ce qu'on connaît dans le système de vaccination traditionnel, non? Oui, tout à fait. Donc là, on est aujourd'hui sur finalement des technologies qui sont complètement disruptives et qui ont remis en avant l'innovation dans le secteur. En 12 mois glissants, on a eu l'occasion d'en parler ces dernières semaines, mois avec vous. On a eu quand même la capacité, enfin l'industrie pharma ou l'industrie des biotech a eu la capacité de mettre sur le marché différents vaccins avec différentes technologies. Et finalement, à chaque fois, les résultats d'efficacité ont été plutôt positifs, même très positifs par rapport à ce qu'on pouvait s'imaginer. Finalement, le marché en a conclu vendredi dernier, alors que ce soit avec les résultats de J&J ou de Novavax, qui étaient quand même plutôt pas mauvais, ou également avec l'approbation du 3e vaccin contre la Covid-19 d'AstraZeneca. Oui. Finalement, ça a plutôt presque remis en exergue la qualité des résultats à ARN messager, plus que les résultats en eux-mêmes de l'adénovirus ou des protéines recombinantes. Henri de Cross, bien entendu, on peut quand même voir un effet quand même extrêmement positif pour le développement d'un des acteurs français, à savoir Sanofi, dans le protéine recombinée. Alors voilà pour la technologie, Martial, mais dans le même temps, on entend parler du variant britannique, sud-africain, brésilien, et on se dit, mais ces vaccins vont-ils être capables de lutter contre ces nouveaux variants? Auront-ils la même efficacité? Ou sinon, est-ce qu'on sera capable finalement, très rapidement, de développer de nouveaux vaccins beaucoup plus adaptés à ces variants? Alors, ma réponse finalement va être maintenant basée sur ce qu'on sait aujourd'hui. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est plutôt déjà les premiers résultats qu'on a pu voir sur l'ARN messager. Et donc, la capacité des vaccins ARN messager de produire encore des anticorps neutralisants à une quantité qui est telle qui suppose qu'on devrait également avoir une efficacité d'un point de vue de protection du patient. Alors, plus facilement sur les variants UK que sud-africains aujourd'hui. Après, bien entendu, il va falloir le confirmer au long cours. Donc, une question maintenant, peut-être, la véritable question, c'est si on a d'autres variants, quelle va être la capacité de l'industrie pharmaceutique ou des biotech à pouvoir y répondre assez rapidement, d'autant plus qu'on va arriver également dans une période hivernale en hémisphère sud, au moment où ce sera la fin de la nôtre en hémisphère nord. Donc il y aura certainement des questions de nouveaux variants, et donc ça va être là où il va y avoir des enjeux. On peut déjà, dernier point à souligner, c'est que justement chez les acteurs d'ARN messager, je pense notamment à Moderna et BioNTech, ils ont déjà annoncé qu'ils travaillaient sur un booster en incluant justement les différents variants actuels. Bon, donc capacité à être réactif. On a beaucoup glosé aussi, Martial, sur les contrats, le montant des contrats des big pharma, des biotech avec les différents États, avec l'Union européenne. Beaucoup trouvent que c'est cher, trop cher. Moi, j'ai une question peut-être un peu dans l'autre sens. Est-ce que finalement, ces vaccins sont-ils si rentables que ça? Et quand on se concentre sur les biotech, est-ce qu'ils justifient finalement parfois l'envolée de cours, dont celui par exemple de Moderna?
Il y a vraiment deux aspects à prendre en compte. Il y a la partie des sociétés de biotechnologie qui ont travaillé sur les développements contre la Covid-19. Ça me semble, en tout cas pour ma part, totalement justifié, qu'il y ait une partie rentable, une rentabilité, parce qu'il y a un véritable risque sous-jacent dans le développement clinique. C'est-à-dire qu'on va mettre quand même entre parenthèses le reste de l'ensemble du business, sachant que les sociétés ne sont pas aujourd'hui rentables, donc c'est que du développement clinique, pour se focaliser sur une thérapie, ou en tout cas sur ce développement contre la Covid-19 qui, potentiellement, on ne sait pas à ce moment-là si ça sera positif ou négatif à la fin. Donc il y a vraiment un enjeu clé dans le développement pour la biotech et un véritable risque. Contrairement aux Big Pharma qui l'ont dit dès le départ, l'objectif n'était pas du tout d'une rentabilité. Aujourd'hui, quand on fait un procès sur AstraZeneca, il faut quand même se souvenir que le vaccin adénovirus d'AstraZeneca est non profitable. Celui de Sanofi, s'il devait marcher et donc aller par la suite sur le marché, le management a déjà bien souligné qu'il sera extrêmement abordable. Donc on peut également considérer qu'il sera extrêmement peu profitable pour la société. Donc il n'y a vraiment aucun enjeu financier pour les large cap pharma versus les biotech, où là, il y avait un véritable risque de rupture. Bon, réponse très claire. Il y a ce thème aussi, et vous n'avez pas pu passer à côté du déclin français, de dire ah là là, alors que le pays de Pasteur, et on l'a beaucoup entendu, spécialiste du vaccin, avec les retards pris par Sanofi, avec Valneva qui travaille, mais qui a finalement réussi à vendre son vaccin aux autorités britanniques, mais pas forcément aux autorités françaises. Est-ce que vous corroborez ces thèses, ou est-ce que c'est un peu du French bashing, ou même de s'auto-bâcher sur cette production de vaccins? Est-ce que c'est juste la faute à pas de chance, peut-être, notamment pour Sanofi? Alors, aujourd'hui, les technologies françaises ont été quand même plutôt, étaient même complètement orientées sur des technologies qui sont plus lentes à développer, que ce soit au niveau des protéines recombinées, où il y a eu également du pas de chance chez Sanofi sur le travail des réactifs. Est-ce qu'ils vont rattraper une partie du retard? Peut-être. Sur le vaccin de Valneva, sur les virus inactivés, on va avoir pareil. Donc c'est une autre technologie qui est plus longue également à développer. Classique, on peut le dire. Donc c'est un peu délicat de comparer les unes avec les autres. C'est évident qu'il y aura de la place à la fin pour tout le monde. Peut-être qu'il faut souligner d'un point de vue boursier pur, c'est qu'aujourd'hui, alors que ce soit pour Valneva ou pour Sanofi, on a pour aucune des deux sociétés mis de la valeur, nous, en tout cas chez Odo BHF, dans les développlements cliniques. Donc, pour Sanofi, on l'a souligné tout à l'heure, ça sera extrêmement peu rentable si ça devait aller sur le marché. Et aujourd'hui, on est en phase 1 pour Valneva, on est également en phase 1. On n'a aucune data claire aujourd'hui nous permettant de mettre de la valeur. D'autant plus que, c'était ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, potentiellement, on va peut-être avoir des variants qui vont arriver, une complexité également dans les développements de phase 2, 3, pour recruter des patients. Donc, ça reste pour nous aujourd'hui des options libres dans les valorisations actuelles des deux sociétés. Bon alors Martial, on va tourner cette page Covid-19 et on va parler d'une bonne nouvelle en ce début d'année, la reprise des introductions et notamment de l'introduction de biotech, Pherecydes Pharma ou Medesis Pharma. On avait déjà eu l'année 2020, finalement année de belles remontadas boursières pour les biotech. Est-ce qu'on va avoir année 2021, année du retour des introductions dans le secteur? Au sens large, sur le secteur, il y a eu clairement un regain d'intérêt extrêmement fort de la part des investisseurs au S2 2020. Et finalement, ça se prolonge en début d'année avec un indice, le Next Biotech, qui est en hausse de plus 8% depuis le début janvier. Donc, on a clairement toujours cet intérêt pour le secteur. Et alors, petite parenthèse, qui n'est pas inintéressant de souligner, c'est à contrario une véritable sous-performance du secteur pharma pur, qui a sous-performé du S2, notamment du fait des élections américaines-US, potentiellement avec une pression sur les prix aux États-Unis, mais également sur les résultats du vaccin contre la Covid-19. Ça peut être un petit peu contre-intuitif, mais le secteur pharma a souffert de ces résultats-là car ça a plutôt bénéficié aux valeurs cycliques.
petite parenthèse donc fermée, finalement les drivers de croissance pour le secteur biotech, qui est en forte hausse et qui finalement a aujourd'hui un poids de plus important dans les indices boursiers, restent totalement les mêmes pour cette année 2021. Alors, mis à part les développements contre la Covid-19 qui sont très spécifiques, on a toujours, bien entendu, les résultats cliniques à court terme ou réglementaires qui vont être le principal catalyseur du secteur. En deux, savoir si c'est une innovation ou non de rupture qui pourrait justifier potentiellement d'une prime spéculative sur la valeur. Et bien évidemment, en trois, la visibilité financière de la société. Est-ce qu'il va y avoir un appel au marché ou non dans une période déterminée? Bon. On avait envie de finir avec deux valeurs que vous suivez, Martial. On peut commencer par Poxel, avec une situation contrastée, puisqu'il y a eu en fin d'année dernière la perte du partenariat avec Metavant dans le cadre de l'iméglimine. En même temps, une commercialisation qui arrive au Japon. Il y a aussi le programme dans la NASH avec PXL 770. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Poxel à l'heure actuelle? Alors, par rapport aux 3 points qu'on soulignait juste avant de driver de croissance sur le secteur, ça répond quand même en grande partie à ces questions-là. Poxel, c'est quand même bien à souligner, c'est une des sociétés françaises en 2021 qui va avoir un de leurs médicaments leaders sur le marché. Alors ça va être au Japon le tout premier avec leur partenariat avec Sumitomo, mais normalement on devrait avoir la première approbation du produit lors du T3 2021, d'autant plus que Sumitomo est un acteur majeur du diabète au Japon, et donc il y aura potentiellement un lancement extrêmement rapide du produit. En parallèle, il y aura également un milestone qui sera reçu de la part de Poxel suite à l'approbation de l'imégamine. En parallèle, vous l'avez très bien souligné, ils ont récupéré les droits de l'imégamine en Europe, pour toute la partie occidentale. Finalement, ils ont eu 2 ans et demi de travail qui a été fait en partenariat avec Metavant, et ils récupèrent un produit en phase 3 avec les pleins pouvoirs, en tout cas les pleins droits, et donc potentiellement la capacité maintenant à trouver un meilleur accord avec des meilleures conditions financières que ce qu'ils avaient jusqu'à présent avec Metavant. Donc on a une société qui est beaucoup plus mature, avec une chance incroyable, c'est de pouvoir justement reprendre les droits sur un produit qui sera dérisqué car potentiellement déjà approuvé dans une autre région dans le monde. En parallèle, on a également le reste des catalyseurs cliniques de la société, donc finalement une société qui reste diversifiée avec 2 actifs dans la NASH. Le premier PXL 770 qui devrait être lancé la phase 2B en fin de cette année, au S2 2021. Et le second en phase 2, où on devra avoir les résultats de PXL 065 début 2022. Donc, une visibilité financière jusqu'à présent, à peu près jusqu'à 2022, début 2022, potentiellement des catalyseurs très court-termistes, des milestones et un produit sur le marché à court terme. Bon, donc pas mal de bonnes choses à venir. On termine par Gensight, biotech spécialisée en thérapie génique et notamment dans la neuropathie optique héréditaire de Leber, avec là une demande d'AMM pour Lumevoq. Donc là aussi, potentiellement, une issue à court terme très encourageante. Oui, tout à fait. C'est la seconde valeur française qui pourrait voir sur le marché son produit phare Lumevoq dès la fin de cette année. On attend justement l'approbation pour la fin 2021. Ça a été en plus pour nous extrêmement rassurant que que le dossier d'enregistrement a été accepté par l'EMA. Donc potentiellement, on est en tout cas nous aujourd'hui extrêmement optimistes sur l'approbation du médicament, d'autant plus qu'on a eu des explications assez clair sur les résultats de phase 3 initiale en Europe, Reverse et Rescue, qui avaient posé quelques questions initialement, cependant basées sur l'histoire naturelle de la pathologie et l'effet bilatéral du produit, on a déjà les premières réponses. D'autant plus qu'en parallèle, on a également le médicament qui a été autorisé sous ATU en France. Donc, on a les premières ventes aujourd'hui. Donc, on peut même imaginer, si on a bien le feu vert des autorités de santé européennes, un lancement également rapide sur le marché européen.
Bon, ben voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie réglementaire à l'instar de Voxel. La deuxième partie, on va également avoir un news flow extrêmement important sur la société, avec notamment les résultats aux États-Unis de l'essai Reflect, qui, contrairement à l'essai européen, ça sera une injection dans les 2 yeux. Donc potentiellement, ça pourrait être en tout cas, ce sera extrêmement intéressant de regarder la partie sécurité d'emploi dans la mesure où commercialement, on peut imaginer que le produit sera injecté dans les 2 yeux par la suite. Donc, extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et en parallèle, on aura également la petite cerise sur le gâteau, potentiellement les résultats de GS030, leur second actif en développement, qui est dans une phase plus early stage, dans la rétinite pigmentaire. Donc là, on est plutôt en phase 1-2, et les résultats devraient être également dévoilés cette année. Donc une société qui est bien plus mature qu'à ce qu'elle a été il y a quelques temps, une visibilité financière jusqu'à présent, début 2022, et potentiellement donc une approbation de médicaments avant la fin de cette année. Voilà, là aussi, beaucoup d'actualités, potentiellement beaucoup de bonnes nouvelles. Poxel, Gensight, 2 dossiers dont vous reviendrez parler avec nous. Merci Martial Descoutures, analyste spécialiste biotech chez Oddo BHF, d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci. Tout de suite dans le journal des biotech, c'est l'interview. Et je reçois pour l'interview Pierre Moustial, président fondateur de Loxera Capital Partners. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, il faut parler un peu de Loxera Capital Partners, nouvel acteur dans le capital développement. Et l'actualité, c'est que vous avez annoncé fin janvier le premier closing de votre fonds Loxera Growth 1, je ne sais pas, vous allez me dire comment on dit, à près de 100 millions d'euros. Une opération bouclée en moins de 6 mois et un fonds qui sera investi à 80% dans des health tech européennes. Première question en guise d'introduction. Parlez-nous un peu de votre parcours, de la genèse de Loxera Capital Partners, car les gens qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais vous avez été pendant près de 9 ans directeur général du groupe Urgo. Oui, donc effectivement, j'ai un passé de presque 23 ans dans les sociétés de santé pour avoir dirigé plusieurs groupes. La dernière expérience, effectivement, c'était l'entreprise Urgo, où j'ai eu la chance de développer à la fois les marques grand public, Juvamine, Urgo, Humex, etc., mais également une division qui s'appelle Urgo Médical, qu'on a créé en fait quasiment de toutes pièces, sur la base d'une innovation dans les technologies médicales pour la sécrétisation, et que j'ai pu implanter dans 23 pays différents. Et donc la Urgo Médical a eu un grand succès, à la fin représenté d'ailleurs la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Et pour moi, la grande leçon en fait que j'ai appris chez Urgo Médical, c'est que l'innovation c'est fantastique, mais ça suffit pas à faire une grande entreprise. Et donc il y a un besoin d'avoir un ADN commercial, un ADN marketing, parce qu'en fait plus on fait l'innovation, plus on change les habitudes des médecins ou des infirmiers ou des infirmières, et donc il faut accompagner ce changement. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai pu apprendre chez Urgo. Quand j'ai créé l'association MedTech in France en France, pour mettre un peu en valeur nos MedTech françaises et les aider notamment à accéder plus rapidement au marché, j'ai vu qu'on avait énormément d'innovation en France et en Europe. Je ne sais pas si les gens ont conscience qu'on crée 3 fois plus d'innovation que les Américains par million d'habitants. C'est pas vraiment ce qui ressort des débats actuels. Non, et c'est pas ce qu'on voit. Et en fait, on n'a pas de champions en France, on n'a pas beaucoup de champions internationaux. Urgo faisait un petit peu l'exception. Et donc, j'ai vu qu'il y avait une opportunité absolument incroyable sur la base de ces pépites d'investir et de les financer et de les développer en apportant de la méthodologie, un peu un ADN commercial et marketing. Alors justement, on va revenir sur ce fonds Loxera Growth 1. J'ai dit un closing à 100 millions. Vous visez à minima 150 millions dans le courant de l'année. Un fonds centralisé sur la health tech. Le mot est lâché. Qu'est-ce que vous mettez concrètement derrière ce terme de health tech? Alors c'est vrai que ça peut englober beaucoup de choses et la définition n'est pas la même pour tout le monde. D'abord, je commencerai par dire que dans health tech, il y a tech. Les mots ont leur importance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une très forte irruption des technologies dans la santé, alors que ce soit dans la robotique, l'imagerie, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, les data. Les logiciels aussi. Les logiciels. Ça a mis un petit peu de temps parce que c'est un secteur réglementé. Aujourd'hui, tout est digitalisé. La santé a mis un peu plus de temps parce qu'on est très réglementé. Donc, il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée. Néanmoins, c'est en train de se transformer. Et moi, ma forte conviction, c'est que tous ces métiers de technologie médicale vont avoir des croissances assez phénoménales. Moi, je dirais les gagnants d'hier ne sont pas forcément les gagnants de demain. Et je dirais également que, paradoxalement, le médecin va avoir gardé un rôle central, l'infirmier, le médecin, le chirurgien, mais
l'ingénieur va devenir l'ami du médecin. Et de plus en plus, on va voir effectivement, et pour répondre à votre question, dans la health tech, je mettrai typiquement la medtech. Oui. Donc, par exemple, tous les outils d'équipements médicaux. Équipements qui permettent de faire la chirurgie non invasive. Je mettrai le digital, mais le digital, ça a plein de dimensions. Il y a le digital pour le patient, il y a le digital pour améliorer l'efficience du laboratoire, il y a le digital pour améliorer l'efficience du parcours de soins et de l'hôpital. Donc ça revêt également beaucoup de choses différentes. Donc voilà, c'est beaucoup d'entreprises, des segments, c'est pas forcément des énormes marchés comme dans le médicament, mais c'est des marchés à très forte valeur ajoutée, très mondialisés, et où les États-Unis aussi ont un poids important, considérable. Bon, on va faire la différence avec les biotech, qui sont habituellement les sociétés dont on parle dans cette émission. On a l'impression, et vous l'avez un peu dit, que la difficulté, elle se situe finalement moins dans l'innovation, d'en trouver la bonne idée, que de la développer commercialement dans des domaines qui sont parfois dominés, vous l'avez dit, par des habitudes, et aussi des gros géants, des big pharma, enfin, ou des grandes sociétés médicales, et aussi par un environnement réglementaire contraignant. Elle est là la clé du succès, réussir, amorcer la commercialisation, avoir quelque chose qui se développe de façon régulière? Oui, alors je vais être un tout petit peu caricatural entre la biotech et la medtech, parce qu'il ne faut pas les opposer naturellement, mais il y a néanmoins quand même des différences. La biotech, en fait, consiste bien souvent à développer en fait une nouvelle molécule, à faire une preuve de concept, qu'on appelle la partie 1, ou dans le résultat clinique, je dirais, les résultats de phase 2, et bien souvent on cherche le partenaire qui s'appelle Big Pharma. Je suis un peu caricatural, mais qui va finaliser le développement du médicament. Et qui va finaliser la phase 3, qui va lancer... Parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher, etc. Alors il y a des biotech qui arrivent à avoir un parcours autonome, et c'est quand même un petit peu l'exception qui confirme la règle. La medtech, c'est très différent. On ne s'arrête pas quand on a fait l'enregistrement, le remboursement. Il y a effectivement cette phase extrêmement importante de commercialisation, donc après les étapes cliniques, réglementaires et le remboursement, et elles sont vraiment extrêmement importantes, parce que c'est à ce moment-là où en fait on doit financer à la fois de l'industrie. Il ne faut jamais oublier que dans la medtech, il y a un ingénieur, il y a un procédé industriel, c'est assez intensif en termes de capital, et il faut également financer, je dirais, le commercial, et ne pas oublier que les États-Unis sont un marché extrêmement important sur le plan mondial, et donc il faut réussir sur ce marché américain. C'est impératif. Alors en moyenne, on dit que les États-Unis, c'est 35% du marché mondial de la technologie médicale. Néanmoins, quand vous regardez les segments où il y a beaucoup d'innovation, il n'est pas rare que ce soit 50, 60, 80%. Ouais. Donc oui, quand on veut devenir un champion du monde, on n'a pas le choix, il faut réussir sur le marché américain. Et c'est souvent dans ces implantations américaines d'ailleurs qu'il y a des problèmes parfois pour les sociétés françaises. Oui, parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes. Ouais. On pense qu'en arrivant à la Mayo Clinique avec sa très belle innovation, les gens vont vous accueillir à bras ouverts. Tout va vous accueillir en disant c'est français, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont intelligents. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un marché très compétitif avec des acteurs américains bien installés. Il ne faut pas oublier que même si votre innovation est championne du monde sur le plan médical, il va falloir apporter un bénéfice économique, parce que le secteur américain de l'offre de soins, bien souvent... Les payeurs, les assureurs. Les payeurs, assureurs, sociétés privées, les hôpitaux, c'est bien souvent des fonds d'investissement. Il faut également qu'il y ait un modèle économique. C'est très différent de l'hôpital français. Et donc, cette clé du succès, elle ne s'improvise pas. Ce n'est pas en envoyant un très bon stagiaire qu'on peut craquer le marché américain. Il faut vraiment bâtir sur la base de gens qui ont l'expérience locale et avoir effectivement une équipe localement bien implantée. Bon. La clé du marché américain. On va revenir en France. On a beaucoup parlé dans la course au vaccin contre le Covid-19 du déclin, vous l'avez entendu comme moi, de l'innovation française. On a cité l'exemple de Sanofi. Et on a effectivement, à part quelques medtech, Vexim, medtech justement, on a l'impression qu'on a du mal aussi à transformer l'essai sur les sociétés françaises, malgré des domaines de compétences reconnus. Je pense notamment à l'imagerie médicale. Vous partagez ce sentiment, Pierre? Alors oui et non. D'abord, sur le plan sur le plan de l'innovation, on ne décline certainement pas. Oui. On a actuellement, je dirais, un stock, si vous me permettez l'expression, d'innovations qui sont en train d'arriver au niveau commercial, qui est exceptionnel. Le marché de l'innovation en France est très très profond, grâce à la fois au crédit impôt recherche, mais également à la qualité de nos médecins et de nos ingénieurs. Donc, je dirais qu'il y a un terreau extrêmement favorable. Encore une fois, il faut répéter 3 fois plus d'innovation que les Américains par million d'habitants. Le problème, il est très simple. C'est que ce 3 fois plus en innovation, c'est 9 fois moins en financement. 9 fois moins en financement. Et donc, toutes choses étant égales par ailleurs, et même l'Europe a un peu cette même équation. En Europe, il y a 250 millions d'euros d'investissement par an sur des étapes de société au stade commercial. Je ne parle pas du early stage qui est un marché plutôt pas trop mal financé. Et aux États-Unis, c'est quasiment 2 milliards. Donc, qu'est-ce qu'ont fait finalement nos entreprises depuis une dizaine d'années? Elles n'avaient pas d'autre choix que ce côté.
Or, se coter en bourse quand on n'a pas de chiffre d'affaires, c'est une hérésie. Pour moi, c'est une faute. Parce que vous avez tellement de facteurs d'imprévisibilité, d'imprévu qui peut arriver, qu'à tout moment, votre cours de bourse peut faire moins 30 ou 40. Récemment, petite anecdote, j'ai rencontré une entreprise qui voulait s'introduire en bourse alors qu'elle attendait un remboursement aux États-Unis, parce qu'elle venait d'obtenir l'enregistrement FDA. Fantastique, une étape fantastique. Très bonne nouvelle, j'ai dit c'est bon, allez on y va. Ouais. Ouais, je lui ai dit, ne fais pas cette erreur, attends d'avoir un peu de visibilité. Et effectivement, son remboursement a mis 9 mois de plus pour intervenir. Ouais. Si elle avait été cotée en bourse. On imagine le news flow, les investisseurs qui attendent la déception. L'image de marque est cassée et c'est beaucoup plus difficile de rebondir. Donc effectivement, et d'ailleurs il y a une étude très intéressante qui a été faite par le BCG qui montre qu'aux États-Unis, les introductions de sociétés qui font moins de 20 millions de dollars de revenus ont eu des parcours chaotiques par rapport à celles qui font plus de 20 milliards. Bon. 20 millions, pardon. Ça veut dire aussi que, vous l'avez dit, l'amorçage, ça va pas trop mal. C'est après où il y a un manque de financement, c'est quand la société finalement commence à se développer, commence à être solide et qu'elle a besoin d'un relais plus fort en financement et qu'elle ne le trouve pas. Oui, il y a 3 marchés. Il y a le marché du early stage où on finance des études cliniques. Ouais. Il est plutôt très bien fait en France, il y a d'excellents fonds. Il y a le marché des entreprises mûres, qu'on appelle le marché du private equity avec les fonds traditionnellement qu'on appelle les fonds LBO, pour des sociétés qui sont déjà très rentables. On a un excellent marché, mais il y a un trou dans la raquette au milieu. C'est-à-dire que quand vous êtes au démarrage de la commercialisation, vous avez passé les étapes cliniques et que vous êtes en train d'investir fortement dans l'industrie et dans les équipes commerciales, et donc que votre rentabilité est encore négative, il y a vraiment un manque de financement privé. Comment on peut le combler, ce trou, Pierre ? Avec des fonds comme l'Oxera, c'est exactement l'analyse qu'on a faite. On voit qu'il y a vraiment une asymétrie entre l'offre de qualité de sociétés innovantes et l'offre de capitaux. Et l'Oxera, mais je pense qu'il faut qu'on ait plusieurs l'Oxera. Et on a besoin d'avoir plusieurs fonds comme l'Oxera en Europe pour financer justement ce gap et préparer les entreprises ensuite soit à se développer de manière autonome, s'introduire en bourse, être éventuellement dans les mains d'autres fonds ou d'acheteurs stratégiques, mais leur donner la chance en fait de décider un petit peu leur destin. Avec une vraie spécialisation là aussi dans le domaine de la santé, une vraie connaissance du secteur. On en a parlé un peu justement, nous on s'intéresse dans le journal des biotech aux sociétés cotées, et vous l'avez dit, beaucoup de sociétés sont arrivées trop tôt, que ce soit biotech, medtech, avec du potentiel mais pas encore de développement consolidé. Finalement, quelles sont les conditions selon vous pour que les futures introductions, qu'on espère nombreuses peut-être cette année, les années suivantes, soient des réussites? Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les cases à cocher? Je pense que la case à cocher absolument, c'est d'avoir une visibilité sur son business plan. Si vous êtes à zéro et que vous êtes en train de lancer un nouveau marché, même moi chez Urgo, avec la capacité financière que j'avais, il n'était pas rare qu'on ait 6 mois, 1 an de décalage. Ça fait partie des imprévus. Et démarrer sur un nouveau marché, vous prenez tellement il y a tellement de facteurs de risque que c'est compliqué de vraiment toujours exactement être au rendez-vous du business plan. Quand vous commencez déjà à avoir, je dirais, une équipe de vente, d'avoir une meilleure visibilité, là c'est très différent. Vous pouvez délivrer en fait les résultats que vous avez promis finalement, et là vous avez la capacité de bien réussir en bourse. Et effectivement, je fixe ce seuil à 20 millions de dollars parce que c'est celui qu'on a pu observer sur le marché américain. Ça donne une idée. C'est juste un chiffre. Voilà, il n'y a pas de chiffre magique, mais en tout cas. Commencer à s'introduire en bourse avec 500 000 euros ou 2-3 millions, c'est à mon avis un facteur de risque trop important, et il vaut mieux commencer par être financé par des capitaux privés. On attend beaucoup de l'État en France. Est-ce qu'il y a, au-delà des financements, qui pourraient donner un rôle aussi à jouer, peut-être de facilitateur pour le développement de ces sociétés? Alors je crois que l'État joue un rôle important. Il y a une initiative que j'ai trouvée remarquable qui s'appelle le plan de financement de la tech, ou qu'on a appelé autrement dit le plan Tibi, qui en fait permettait de labelliser des fonds qui avaient justement cette stratégie qu'on appelle de growth. Donc avant on appelait ça du développement ou de croissance. Et ça c'est une très bonne initiative parce qu'évidemment ça met en valeur des fonds qui ont cette stratégie de financer des sociétés encore en perte parce qu'elles investissent dans leur industrie et dans leur commerce. Donc l'État a un rôle à jouer, et l'État, à mon avis, a également un deuxième rôle à jouer. C'est la deuxième partie du volet Tibi qui va se mettre, je pense, progressivement en place, qui est de favoriser une meilleure liquidité du marché boursier. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en Europe, il y a aussi un problème. Il n'y a pas que les entreprises qui ont un problème de visibilité dans leurs prévisions et dans leur réalisation de leur chiffre d'affaires. Il y a également le fait qu'il y a finalement peu d'investisseurs spécialisés dans la tech. Et dans la health tech, il y en a extrêmement peu. Donc ça ne contribue pas à faire un marché liquide. Et là, je pense que l'initiative du plan de financement de la tech, qui va aussi labelliser les stratégies de fonds qui investissent dans des sociétés cotées,
est une très bonne initiative. Bon. Alors, ce fonds, Loxera Growth 1, il est réservé aux investisseurs institutionnels, mais pour les investisseurs individuels qui nous regardent et qui voudraient finalement profiter de l'expertise de Loxera Capital Partners, on peut mentionner ce fonds que vous allez gérer en partenariat avec Mescart Asset Management, qui s'appellera Mescart Asset Management Loxera Healthcare Growth, avec, j'ai l'impression, la même philosophie, sauf que j'ai lu, vous allez peut-être me contredire, que vos investissements se feraient plutôt aux États-Unis dans ce fonds. Est-ce que, justement, ça ne revient pas à, en quelque sorte, avouer un manque de maturité du secteur coté en Europe ? Alors, même Loxera, effectivement, aura la même stratégie, c'est-à-dire investir dans des sociétés qui sont au stade de la croissance et au stade commercial. Toujours pas de risque scientifique ou de risque binaire. On détecte en fait des sociétés qui sont de petite et moyenne taille cotées. Quand on dit petite et moyenne taille, pour donner un ordre d'idée, c'est 500 millions à 3 milliards de capitalisation. Ouais, pas si petit que ça, en fait. Voilà, c'est pas si petit que ça. Mais c'est des sociétés où on connaît les dirigeants et on voit un point d'inflexion commerciale qui permet de valider en fait une stratégie et d'investir sur ces sociétés et d'avoir une stratégie très différente de répliquer un indice boursier. C'est vraiment d'aller chercher une surperformance et moins de volatilité par rapport à l'indice. Et pour répondre directement à votre question, un chiffre, j'irais à citer et qui explique beaucoup de choses. Il y a pratiquement 1000 entreprises de healthcare cotées au Nasdaq. Je ne parle pas des marchés secondaires aux États-Unis. Donc il y a une profondeur de marché phénoménale. Vous prenez par exemple le biomanufacturing, vous prenez les outils de recherche, vous prenez les biotech, vous prenez les medtech, vous prenez le digital santé. Vous avez des dizaines, voire des centaines de champions par catégorie. Donc la profondeur du marché est phénoménale. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, même Loxera investit très majoritairement sur les sociétés américaines, mais je pense que d'ici 4-5 ans, si on a la capacité, et il y a un cercle vertueux engagé en Europe, de créer un meilleur marché, plus de savoir-faire d'investissement et plus de capitaux, on basculera progressivement sur des stratégies européennes. Bon, puis vous reviendrez faire le compte avec nous des champions européens d'ici un an ou même avant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Pierre Moustial, président fondateur de Loxera Capital Partners. Merci. Ce journal des biotech est désormais terminé. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.